Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous présente le premier épisode de The Chronically Online Chronicles, où en fait il y a un sujet qui se passe en ligne que je trouve intéressant ou qui me rappelle en fait certains éléments de littérature ou de livres que j'ai pu lire. Eh bien, j'en parlerai. Donc aujourd'hui, on va traiter du premier épisode, la polémique d'Abrèche Frères. Et je trouvais que c'était un sujet en fait assez profond, donc oui, qui peut paraître en fait un peu superficiel d'un premier abord, mais qui relève en fait plusieurs sujets, plusieurs composantes assez intéressantes, donc notamment la perte de l'attention, l'importance de la parole et la misogynie qui est qui augmente, qui est rampante en ligne. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai commencé cette chaîne en fait pour améliorer ma diction, pour améliorer ma manière de parler, et ma capacité à argumenter. Et donc, cette polémique, en fait, elle me fascine parce que à cause ou grâce à toutes ces dimensions. Donc, je vais commencer par un peu faire le résumé ou recontextualiser la polémique Abrèche Frères pour les personnes qui ne passent pas autant de temps que moi en ligne. Et voilà, donc la polémique Abrèche Frères, qu'est-ce qui s'est passé avec Abrèche Frères? Donc, Abrèche Frères, c'est un jeune homme qui a ouvert un compte TikTok et Instagram, il me semble. Et son contenu, c'était de résumer en quelques secondes des vidéos, principalement de Storytime, qui sont faites sur TikTok. L'idée, en fait, c'est quelque chose qui a été en fait pris des États-Unis. Donc, il y avait plusieurs comptes aux États-Unis en fait qui s'amusent en fait à résumer des contenus en fait extrêmement longs. Donc, pourquoi est-ce que ces personnes aux États-Unis ont fait des comptes comme ça? Parce que la monétisation de TikTok commence à partir de 1 minute. Donc, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui essayent en fait d'étirer la vidéo de manière exagérée pour qu'elle soit la plus longue possible pour atteindre ces 1 minute et pouvoir être monétisée. Donc, Abrècheur, en fait, il a connu un grand succès en France dès qu'il a commencé il y a à peu près un mois maintenant. Il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont suivi parce qu'ils trouvaient ça drôle. Donc, pourquoi il y a une polémique? En fait, Abrècheur, dans ses vidéos, il résume principalement des femmes qui font des story time. Et donc, il a une grande communauté. Sa communauté a commencé à le taguer dans plein de vidéos de jeunes femmes partout sur les réseaux sociaux. Et donc, au bout d'un moment, certaines créatrices de contenu ont parlé de l'aspect misogyne de sa chaîne. Et donc, sa communauté, elle dit, mais non, il n'est pas misogyne, puisqu'il fait aussi le résumé de certains garçons. Donc, on est à 2 tiers, 1 tiers, voire 3 quarts, 1 quart, au niveau de la répartition entre les hommes et les femmes. Donc, on ne peut pas dire qu'il fait des résumés d'hommes pour contrebalancer, puisque la population, de ce que je sache, c'est à peu près 50-50. Et la représentation des gens sur TikTok, c'est aussi à peu près 50-50, avec plus d'hommes sur les réseaux sociaux que de femmes. Donc le fait qu'il fasse plus de résumés de vidéos femmes, ça montre voilà, quand même une préférence pour un peu euh, euh, résumer les storytime de femmes. Après le fait que les jeunes créatrices de contenu en fait se soient plaintes ou aient fait des vidéos pour dénoncer le comportement de sa communauté, le compte d'Abrèche Frères a été banni. La communauté Abrèche Frères ainsi que beaucoup d'autres créateurs de contenu globalement plutôt masculins, mais j'ai vu beaucoup de femmes aussi soutenir Abrèche Frères, ont dit que les femmes en fait avaient ciblé le compte d'Abrèche Frères, l'avaient reporté en masse afin de le faire bannir de TikTok. En réalité, il s'agissait en fait d'une autre personne, d'un compte qui s'appelle Amo, qui en fait, faut que j'arrête de dire en fait, qui aime faire ce genre d'acte où il va faire vérifier son compte sur TikTok et ensuite cibler le compte initial et donc le faire bannir. Après le retour d'Abrèche Frères, il a continué ses vidéos et cette fois-ci, il y avait un bien meilleur équilibre entre hommes et femmes. Mais le problème, c'est que le harcèlement des créatrices de contenu n'a pas arrêté. Le harcèlement des personnes en fait, qui ont dénoncé un peu le comportement de la communauté d'Abrèche Frères n'a pas arrêté, notamment avec la créatrice de contenu qui s'appelle Chloé Gervais. Et donc, c'est de plus en plus violent, de plus en plus virulent, avec des personnes qui prennent position des deux côtés. Donc,
Pourquoi Abrèche fait ça? Je pense que c'est probablement pour s'amuser, ça le fait rire en fait de réduire les vidéos. Mais je pense que ces vidéos elles sont assez humoristiques, donc voilà, je peux comprendre. Mais certaines personnes ont émis l'hypothèse que potentiellement ça pouvait impacter la rémunération des créateurs de contenu qu'ils résumaient. Donc, je n'ai pas les données là-dessus, donc je ne pourrais pas commenter. Donc, la polémique à Brèche-Frère, elle est de trois choses. Donc, le choix de vidéos de femmes, le choix du type de vidéo qui est fait, euh, qui est choisi. Vidéo de femmes, vidéo de story time sur la vie des femmes. Pas de temporisation de sa communauté, donc il n'a pas adressé le comportement de sa communauté ou essayé de les temporiser du moins. Et il n'y a pas eu de démenti lorsque les créatrices de contenu ont reçu une vague de harcèlement après le bannissement de son compte. Donc, au niveau de ce que nous allons faire aujourd'hui, on va parler du marché de l'attention, on va parler de la misogynie en ligne et aussi de qui peut parler, quelle est l'importance de la parole, etc. Donc, pour illustrer mes propos aujourd'hui, je vais vous parler de quatre livres. Donc, le premier, c'est L'art d'avoir toujours raison de Arthur Schopenhauer. Et donc, Arthur, on va dire Arthur. Je ne me souviens plus de son nom, de Schopenhauer, oui c'est ça, Arthur Schopenhauer, dont j'avais fait déjà le livre audio, donc vous pouvez tout à fait aller l'écouter. Le deuxième livre qui est très intéressant, et quelqu'un que je vais très souvent mentionner durant ces vidéos, c'est Pierre Bourdieu, avec langage et pouvoir symbolique, mais je pense, désolé, je pense que ce que parler veut dire serait aussi une bonne ressource. Bruno Patino avec la civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention. Et finalement, Bertrand Perrier avec La parole est un sport de combat. Donc, je reviendrai sur chaque livre indépendamment. Je prends mes notes. Donc, on va commencer avec le marché de l'attention. Donc, on va essayer de voir en fait les causes, pourquoi c'est devenu une polémique, pourquoi tout ça s'est passé. Donc, je pense qu'il faut rétablir la chose. Donc, quand j'ai fait ma formation pour devenir prof de FLE, eh bien, on nous disait sans cesse que voilà, les enfants, les gens ont une capacité de concentration d'à peu près 45 minutes. Et donc, c'était un moment idéal pour pouvoir enseigner pendant 45 minutes, donc de prévoir des activités pour 45 minutes, avec 5 minutes pour s'introduire, 5 minutes pour finaliser le cours, et voilà. Et donc, il y a eu dans la civilisation du poisson rouge, il mentionne en fait un séminaire ou une présentation qui a été donnée à Google autour justement du marché de l'attention et qu'aujourd'hui, ils établissent que l'attention elle est à peu près de 9 secondes. Donc on peut, nous les êtres humains, nous pouvons nous concentrer pendant 9 secondes consécutives pour savoir si quelque chose nous plaît ou ne nous plaît pas et si on veut dédier plus de temps. Donc 9 secondes, c'est extrêmement rapide. Et donc les différents acteurs du, du monde de l'Internet, en fait, sont très au courant de ça et essayent de capter notre attention le plus possible. Donc TikTok, ça peut être le défilement automatique des vidéos, un algorithme en fait qui va montrer des vidéos aux gens qu'ils aiment particulièrement. Pour Netflix, ça peut être également le défilé des vidéos en automatique, c'est créer en fait des séries qui sont très binge-worthy, où en fait on va rester pendant longtemps à regarder la même série pendant 2, 3, 4, 5 heures, pendant toute une saison même. Et donc, je pense qu'avec TikTok, il se passe la même chose au niveau des créateurs de contenu. Donc, nous avons des personnes en fait qui aiment le contenu d'Abrèche Frères qui veulent recevoir les informations du contenu le plus rapidement possible. Et de l'autre côté, nous avons les créateurs et créatrices de contenu qui en fait veulent capter l'attention des gens afin de déclencher la monétisation et de pouvoir en fait subvenir à leurs besoins ou gagner de l'argent via les réseaux sociaux. Donc en fait, ok, donc cette chute du niveau d'attention, bien sûr, on en parle et c'est très drôle de dire, voilà, les jeunes personnes n'ont plus d'attention, ils n'arrivent plus à écouter, ils n'arrivent plus à se concentrer pendant longtemps, mais effectivement, ça peut être un peu, ça peut effrayer, ça peut être effrayant, ça peut être déconcertant, puisque ça veut dire que lors de discours politiques, lors d'explications en fait sur l'économie, sur la société, etc., est-ce que les gens ont la capacité à s'installer, écouter, comprendre? Probablement ça
aussi beaucoup réduit. À l'école aussi, ne pas pouvoir se concentrer, ne pas pouvoir se concentrer, ne pas pouvoir faire l'exercice, ne pas pouvoir comprendre. Je pense que ça a des réactions, des conséquences assez négatives. Donc la civilisation du poisson rouge, c'est un livre que je recommande puisque voilà, ils expliquent les méthodes qui sont utilisées par les industriels pour capter notre attention, et il y a aussi certaines recommandations qui sont faites pour que nous puissions en fait ne plus être aussi dépendants à nos téléphones. Enfin, il y a des choses très intéressantes. Voilà, on passe plus de 8 heures par jour sur les écrans, peut-être des heures et des heures en fait. Je crois que c'est au Brésil, c'est 4 heures, presque 4h50 sur le téléphone. Le soir, la nuit, désolée, je ne sais pas si vous entendez ma chienne, elle est en train de rêver. La nuit, en fait, on vérifie, on touche notre téléphone plusieurs fois par nuit, ce qui impacte notre sommeil. Effectivement, ça va impacter aussi notre pouvoir de concentration. Euh, et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que il parle du fait que les industriels, les gens qui sont dans ce milieu, eux-mêmes se protègent des réseaux sociaux, se protègent des écrans en établissant des règles chez eux, donc pas de téléphone, pas de smartphone à la maison, pas de jeux vidéo, des week-ends et des retraites sans écran. Donc les gens qui sont acteurs, qui sont dirigeants dans ce milieu se protègent des réseaux sociaux, alors que nous n'avons pas le bon sens de le faire. Et je suis tout à fait consciente d'avoir ce problème aussi. Donc la deuxième partie, c'était pour parler de la misogynie en ligne. Donc la question, les gens débattent beaucoup sur est-ce que Al Reichwer est misogyne ou pas. J'ai du mal à comprendre cette question et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc on sait aujourd'hui que on sait plusieurs choses. Donc, aux égards en fait de la parole des femmes en particulier, souvent la parole des femmes est surévaluée. Donc on estime en fait que les femmes parlent beaucoup plus longtemps que ce qu'elles ne le font en réalité, ce qu'elles ne font en réalité. Et je vous mettrai le lien vers plusieurs études en fait qui prouvent que non, les femmes ne parlent pas plus que les hommes. Généralement, elles ont tendance à parler beaucoup moins que les hommes, mais que les gens sont plus agacés par les femmes qui parlent. Donc ils surévaluent, nous avons tendance à surévaluer la quantité de paroles des femmes. Ok. Donc pourquoi est-ce que nous surévaluons en tant que société la parole des femmes? Eh bien, il y a deux axes d'analyse que je vais vous proposer aujourd'hui. La première chose, c'est la voix des femmes. Donc les femmes ont globalement une voix beaucoup plus aiguë que les hommes. Et donc certaines études montrent que les hommes, par exemple, nous aimons des voix graves sur les hommes au niveau de l'attirance romantique et au niveau de la profession, du côté professionnel. Donc que ce soit personnel ou professionnel, les voix d'hommes plus graves sont plus valorisées parce que ça montre voilà, que la personne est un vrai homme, que voilà, il va savoir prendre le contrôle, diriger, avoir des capacités exécutives, etc. De l'autre côté, à l'inverse, pour les femmes, eh bien, les voix plus aiguës sont valorisées dans le côté familial, personnel, romantique, mais les voix plus graves sont valorisées dans le domaine professionnel, au travail, dans l'entreprise, dans le business, etc. etc. Et donc, euh, pourquoi enfin, c'est lié donc justement si une femme en fait parle et qu'elle a une voix aiguë, eh bien ça a tendance à nous agacer, on a tendance à estimer que voilà la personne parle trop, parle tout le temps, etc. Donc je trouve que c'est assez intéressant. L'autre chose, ce sont les sujets de conversation. By the way, euh, aussi je voulais vous dire que les études en fait que j'ai vues qui accréditent ou qui donnent, qui vont dans ce sens seront dans la barre d'information. L'autre raison, en fait, pour lesquelles les hommes surévaluent la parole de la femme, donc la quantité de discours, enfin, le temps que les femmes parlent, enfin, voilà. Eh bien, euh, il y a aussi les sujets adressés. Donc, en tant que société, nous établissons certains sujets comme certains centres d'intérêt, certaines choses comme féminin ou masculin. Et on voit que les choses qui sont favorisées par les femmes sont sans cesse dévalorisées, d'évaluées. Donc, on le voit par exemple au niveau des métiers. Donc, les métiers de professeur étaient extrêmement valorisés le siècle dernier et maintenant beaucoup moins.
Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes ont voulu faire, enfin veulent en général faire des métiers qui sont en relation avec les gens. C'est la même chose avec les métiers du médical, professionnel, le métier du social était plutôt valorisé et maintenant il y a une dévalorisation de tous les métiers qui sont en fait dans le soin aux personnes, alors que le métier où on fait des choses sont plutôt valorisés pour les hommes. Donc il y a cette séparation. Un autre exemple qui peut-être sera plus parlant, c'est le fait que on, au niveau des hommes et des femmes, et le rapport à l'apparence. C'est-à-dire que le marché de la beauté, voilà, des soins pour la peau, des cheveux, du maquillage est très dévalorisé, alors que de l'autre côté, le secteur de la musculation, de euh, de l'orthodontie, ce genre de choses sont valorisés. Donc les deux côtés sont liés à la santé, bien sûr, mais en fait les deux côtés sont particulièrement liés à l'apparence. Quand un homme fait beaucoup de musculation pour améliorer son apparence, c'est quelque chose de valorisé, alors que quand une femme investit dans des crèmes, dans des soins pour la peau, etc., pour améliorer son apparence, c'est considéré comme superficiel. Une autre chose, donc voilà, souvent sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui disent ouais, j'ai investi dans un sac Chanel, etc., je le revendrai dans quelques années. C'est considéré comme superficiel, mais quand un homme dit voilà, j'ai investi, j'ai acheté des NFT et des cryptos, etc., c'est considéré comme sérieux. Alors que les deux sont profondément, sont vraiment pas sérieux. Hein, donc bon, voilà. Donc au niveau des story time, c'est considéré comme quelque chose de féminin, de chiant, de superficiel, etc. Alors que les Reddit stories, alors que l'autofiction, c'est plutôt bien vu. Et donc voilà, encore une fois, quand une femme raconte son histoire, c'est mal vu, mais quand un homme raconte une histoire qui lui est arrivée sous forme de Reddit stories, etc., ou d'autofiction, c'est valorisé. Donc, au niveau de la misogynie en ligne. Donc on voit que la voix des femmes, elle a tendance à agacer, à frustrer, à ne pas être bien acceptée. Je vous ai donné des explications, et donc on va parler de la montée de la misogynie en ligne. Donc il faut partir du postulat qu'on est tous misogynes sans forcément en fait se rendre compte. Moi je sais très bien que les voix extrêmement féminines, extrêmement aiguës, j'ai du mal à les écouter. Donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup, qu'il faut désapprendre. De l'autre côté, au niveau de la misogynie en ligne et du marché de l'attention, on voit que à cause du marché de l'attention, du fait que voilà, on passe tant de temps sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, sur les écrans, etc., nous avons de grands problèmes de socialisation, nous avons des grands problèmes de solitude. Et donc nous perdons en empathie, nous perdons en euh, capacité à lire l'espace social. Et donc ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc les gens qui sont misogynes, maintenant, en fait, ils ont beaucoup de mal en fait, à voir les codes, et donc leurs actes en ligne sont empirés. De l'autre côté, euh, nous avons aussi, euh, parce que nous avons beaucoup de solitude, particulièrement chez les hommes, eh bien, certaines études montrent qu'il y a une droitisation des hommes alors qu'il y a une gauchisation des femmes. Et ça crée beaucoup de solitude pour les hommes en fait qui sont de droite, parce que maintenant, pour beaucoup de femmes, être de droite, c'est quelque chose de complètement rédhibitoire. Et donc, ces personnes ont une augmentation de la solitude, donc ils pensent qu'ils vont être tout seuls toute leur vie, ils n'ont pas de compétences sociales pour trouver un partenaire ou une partenaire, et voilà, on a aussi la misogynie qui a toujours existé et qui probablement existera toujours. Donc c'est un peu le combo qui participe à l'explication de l'augmentation de la misogynie en ligne. Donc, quand on dit Abrechfer n'est pas misogyne, il est probablement misogyne comme nous tous. Il faut apprendre, la société nous formate pour être misogyne. Il faut désapprendre à être misogyne. Donc si vous n'avez pas fait le travail pour désapprendre à être misogyne, vous êtes misogyne. Et ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, ça fait de vous une personne qui doit faire un certain travail. Je dois énormément travailler pour améliorer ma concentration quand j'entends des personnes qui parlent avec des voix aiguës. Je dois travailler à ne pas en fait rendre superficielle ou frivole des choses qui peut-être ne m'intéressent pas. Comme voilà, le make-up, etc. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais il ne faut pas. Mais je dois le désapprendre. Et Ebrecht Frère et toutes les autres personnes qui disent non, c'est pas misogyne, ça me fait beaucoup penser aux personnes qui font preuve de racisme, de xénophobie, qui ne peuvent pas reconnaître le racisme et la xénophobie parce que vous-même, vous en faites preuve.
Donc, voilà. Au niveau de cette chose, en fait, je voulais revenir sur langage et pouvoir symbolique, c'est-à-dire que le droit à la parole, par la manière de s'exprimer, eh bien, on répète les schémas de domination. Donc, homme-femme, blanc, non-blanc, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, riche-pauvre, etc. Donc, au niveau de qui a la parole, ça illustre un certain rapport de domination. Donc, cette volonté de vouloir effacer enfin, d'effacer, d'amoindrir, de, de donner de la frivolité à la parole des femmes, c'est une manière de maintenir les pouvoirs de domination hommes-femmes comme ils étaient. Ça encore, c'est de la misogynie. Il faut le désapprendre. Vous pouvez tous le faire. Ok. La dernière chose que je voulais adresser euh, dans cette vidéo, ça fait déjà 20 minutes, hein, eh bien, c'est justement la parole et ce que peut la parole. Et donc, bien sûr, je vous recommande énormément de lire voilà, Langage et pouvoir symbolique au niveau des rapports de domination. Mais je souhaitais revenir sur Bertrand Perrier et La parole d'un sport de combat. Donc, c'est un livre que j'ai bien aimé. J'ai surtout aimé le début. Et si vous voulez en fait améliorer votre diction, vos compétences au niveau de débat, je pense que c'est une bonne référence. Donc, Bertrand Perrier, c'est un professeur d'art oratoire et il travaille avec les élèves de l'Université Paris 8 pour préparer le concours Eloquentia. Et je pense que c'est aussi un avocat, donc il est un peu spécialiste de l'art oratoire et du fait de convaincre les gens via la parole. Et donc il a certaines choses qu'il dit que j'ai trouvées très intéressantes et je vais vous les lire. Donc la première, c'est parler, c'est convertir. Au moins convaincre ou raffermir des convictions chancelantes. Ces mots me touchent car je crois aussi que la parole permet à la fois de forger ses idées, de les affiner et de les partager. Donc, la parole, c'est très important parce que ça nous permet d'organiser nos pensées, ça nous permet de convaincre, ça nous permet de donner une image en fait de notre expérience personnelle. Et donc, je pense que c'est relevant, c'est important dans le cadre en fait du discours des femmes. Donc, la parole est un révélateur, un marqueur social redoutable et presque infaillible. Elle peut aussi accroître ou perpétuer des inégalités. Elle peut enfermer dans des déterminismes et contribuer à créer ou renforcer des plafonds de verre. Donc lui, il parlait énormément du plafond des choses en fait entre les personnes qui viennent de milieux privilégiés et les personnes qui viennent de milieux défavorisés. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on peut trouver entre n'importe quel rapport de domination. Donc, la parole est importante. Effectivement, les story time, peut-être, ce n'est pas la chose la plus intéressante mais, pour vous. Mais le fait de pouvoir partager avec les personnes qui sont censées le voir, c'est important. D'où tu parles et je te dirai qui tu es. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent répété. Et donc, il parle voilà, de la posture, de la manière en fait d'organiser son argumentation, la manière en fait de rebondir à certaines choses. Euh, c'est assez intéressant si vous aimez le, si vous aimez les débats, si vous faites partie de ce genre de choses, si vous voulez être avocat, ça c'est intéressant. La parole, donc c'est un art qui libère les déterminismes sociaux. Le langage est probablement ce qui nous sépare le plus dans la société. Les gens ne parlent pas la même langue. Il est temps de les réunir autour du goût de la parole, du goût des mots, sous toutes les formes. Donc voilà, une bonne ressource. J'ai beaucoup aimé. Bon, ça ne faisait pas partie de mes livres préférés, mais j'ai apprécié la lecture. Euh, Effectivement, quelque chose qui est répété, voilà, mais c'est juste une blague, c'est pas sérieux, etc. Mais empêcher quelqu'un de parler, ça a beaucoup de conséquences sur les personnes. Et donc, je pense pas que c'est juste comique. Peut-être à Brèche-Fer, oui, c'était juste la comédie, mais l'attitude de sa, de sa communauté est très problématique. Je voulais revenir finalement sur l'art d'avoir toujours raison. Et encore une fois, vous pouvez écouter le livre audio parce que je l'ai mis disponible. Et je voulais revenir sur quelques stratagèmes au niveau des commentaires qui ont été faits parce que je trouve qu'il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées par les personnes qui défendent la communauté d'Abrèche Frères. Donc, la première, c'est le stratagème 3, donc je ne vais pas tout lire parce que c'est excessivement long. Prendre l'affirmation posée, stratagème 3, prendre l'affirmation posée relativement, comme si elle était de façon générale, simplicité, absolue, ou du moins la concevoir dans un rapport tout à fait différent et la réfuter dans ce sens. Donc ça, c'est quand on voit effectivement
C'est quand on associe voilà, la misogynie aux personnes masculinistes pour dire voilà, cette personne, enfin, Breschman n'est pas misogyne parce qu'il y a des hommes et des femmes. Voilà, on n'a pas dit qu'il était masculiniste, on a dit qu'il était misogyne. Et il l'est, comme la plupart des gens. La stratagème 8 était aussi intéressant. Donc, mettre l'adversaire en colère, car dans sa fureur, il est hors d'état de porter un jugement correct et de percevoir son intérêt. On le met en colère en étant ouvertement injuste envers lui, en le provoquant et d'une façon générale en faisant preuve d'impudence. Et donc là encore, une fois que les premières créatrices ont fait leur contenu, elles ont été harcelées, elles ont été mises en colère pour en fait les empêcher de parler et pour rendre leurs propos nuls. Euh, numéro 14, alors attendez, désolé, ça c'est numéro 14. Donc, stratagème 14. Un tour pendable consiste, quand il a répondu à plusieurs questions sans que ces réponses soient allées dans le sens de la conclusion vers laquelle nous tendons, à déclarer qu'ainsi la déduction à laquelle on voulait aboutir est prouvée, bien qu'elle n'en résulte aucunement, et à le proclamer triomphalement. Si l'adversaire est timide ou stupide, et qu'on a soi-même beaucoup d'audace et une bonne voix, cela peut très bien marcher. Cela révèle du fallacia non causae ut causae, faire passer pour une raison ce qui n'en est une. Et donc ça, c'est quelque chose, quand les gens ont fait leur vidéo pour dire non, il y a eu plein de créateurs sur YouTube et sur TikTok qui ont défendu bête et ongle et se disent voilà, j'ai gagné. Non, nous avons. Non, 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 non. Mais bon, sous un malentendu, effectivement, ça peut passer, mais on a beaucoup de données qui nous montrent déjà ce que c'est que la misogynie et les formes que ça peut prendre. Et finalement, le dernier stratagème en fait qui est mentionné, stratagème 18, si nous nous rendons compte que l'adversaire s'est emparé d'une argumentation qui va lui permettre de nous battre, nous devons l'empêcher de parvenir au bout de sa démonstration en interrompant à temps le cours de la discussion. Et voilà, donc je vais finir avec ça. Donc vous voyez qu'il y a de vraies méthodes en fait au niveau de l'argumentation qui ont été utilisées. Oui, on peut parler de misogynie, on ne peut pas parler voilà, d'après-cher comme un masculiniste, comme un red pill ou un alpha male, etc. Bien sûr que non. Mais la misogynie, elle est là. Maintenant, je pense qu'au niveau d'Abrèche Frère, la seule chose, en fait, lui dire voilà, que c'est un misogyne, ça sert un peu à rien. Mais il y a le vrai problème, c'est que voilà, il ne fait rien pour gérer sa communauté. Euh, et comme je disais, comme je disais, non, j'ai eu une réflexion hier avec un étudiant, c'est qu'on est dans une situation où en fait les célébrités, les gens en fait qui ont une grande popularité, la manière dont ils ont de gérer leurs fans, ça a un grand impact. Et on voit, il y a quelques semaines un problème avec Nicki Minaj et ses fans, où certains de ses fans ont utilisé des ressources en fait fédérales afin de retrouver l'identité de personnes en ligne qui critiquaient Nicki Minaj et qui se sont trouvés avec des cas RICO à cause voilà, de ce qui s'est passé en ligne. Il faut vraiment apprendre voilà, deux poids, deux mesures, il faut se calmer. Euh, tout ce qui s'est passé, le harcèlement des créatrices de contenu, juste parce que les personnes en fait n'aiment pas un compte, enfin, c'est un peu extrême quand même, mais bon. Voilà, donc c'était pour ça, c'était la fin pour des Chronically Online Chronicles. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je ne vais pas me faire lyncher.